Plein d'ados, et aujourd'hui mon invité, vous la connaissez tous, c'est Lali Deré. Lali, bonjour. Bonjour. Alors Lali, vous l'avez connue dans la politique, vous l'avez connue dans le journalisme, vous l'avez connue dans l'éducation, mais ce que vous ne saviez pas, c'est qu'aujourd'hui elle travaille pour une association qui s'appelle 121. 121, comme le 121e député. En fait, l'association, elle dit que c'est pas mal. Tout le reste, la population d'Israël, les Israéliens, tous ensemble, on est en fait le 121e député et on est là pour les représenter. On pèse pas lourd. On pèse pas lourd, non. Alors, qu'est-ce que c'est 121 ? C'est quoi comme association ? Alors, c'est une association assez... Ouais, elle est assez particulière dans le paysage des associations en Israël. En fait, c'est une association qui ne s'occupe pas d'un sujet précis, mais qui s'occupe en fait de faire de l'advocacy, ça s'appelle en anglais, c'est-à-dire de faire de changer la politique du gouvernement dans des sujets économiques et sociaux. C'est une espèce de lobbying. C'est une espèce, voilà, exactement. C'est une espèce d'association qui s'occupe de lobbying, qui choisit des sujets qui sont des game changers. Ça veut dire que on sait que s'il y a un changement de la politique et du gouvernement dans tel et tel sujet, ça va changer la vie de beaucoup de monde en bien. Et donc on choisit nos sujets et en fonction des sujets qu'on a choisis, d'accord, on prend autour de nous une espèce de coalition, d'associations, de fonds, de spécialistes du sujet qui nous aident et à présenter en fait un projet de loi. Et en même temps à faire du bruit au niveau médiatique et au niveau... Parce qu'en fait, si je comprends bien, un député normal, il a envie qu'on lui mâche aussi un peu le travail. Il veut bien être la voix de quelque chose, mais il faut que ça soit préparé super professionnellement. Exactement. Non, c'est impressionnant. Depuis que je travaille dans l'association, j'ai parlé avec beaucoup de députés. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils attendent... Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Ils sont constamment en train de s'occuper de politique politicienne. C'est très embêtant. C'est clair. Et en plus, c'est super technique. Voilà, on n'a pas toutes les compétences quand on est député. Donc, on va faire un dossier comme ça. Donc, quand j'arrive vers un député et je lui dis, voilà, j'ai un projet de loi à vous proposer, on a réfléchi au budget, combien ça va coûter, on a réfléchi aux problèmes que ça va régler, on a réfléchi au nombre de personnes qui vont profiter, en fait, de ce projet de loi. Et ben, quand le travail est mâché, comme tu dis, et ben, ça fonctionne vachement bien, sauf que bon, maintenant on n'a pas de gouvernement, donc c'est un peu compliqué, mais il n'empêche qu'il faut quand même, le travail il se fait même entre les Knesset, parce qu'il faut en fait, il faut trouver des champions, des députés qui vont vraiment se battre pour ce projet-là, il faut les convaincre, et c'est un peu ce que j'essaye de faire en fait. Mais d'un autre côté, tu peux aussi leur donner une plateforme pour arriver et se faire connaître, parce que finalement le député, pour être réélu, a besoin de montrer des réalisations. Et exactement. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que très souvent les députés, ils ont un espèce de ils ont une spécialisation, d'accord. On va dire Meirav Cohen de Carole Havan, sa spécialité c'est les retraités, d'accord. On a Matan Kahana de Yamina Hadash, il est en train de se positionner dans les questions économiques, libérales économiques. Ils ont chacun une espèce de spécialité. Il faut réussir à trouver les députés pour qui les sujets dont on veut traiter, qu'on veut traiter, parlent, et aller les convaincre en fait. D'accord. Est-ce qu'on est obligé de recruter juste des députés de la coalition, c'est le mieux, ou de l'opposition, c'est bien aussi ? Ok. C'est mieux de travailler avec la coalition parce que il y a des milliers de lois qui sont proposées chaque année par les députés. Si tu n'es pas dans la coalition, ça a beaucoup moins de chances d'être adopté. Mais il n'empêche que si, par exemple, on arrive à... Les sujets qu'on traite dans mon association, ils sont assez consensuels. D'accord, c'est pas des choses qui font que de droite, de gauche. On parle pas ni de Palestiniens, ni du traité de paix, etc. On parle de sujets sociaux qui n'abondent pas dans le sens droite ou gauche. Donc normalement, on arrive, et c'est ce que je vois sur le terrain, on arrive en fait à réunir un assez grand nombre de députés qui viennent des députés orthodoxes, des députés de Carole Havan, des députés du Parti travailliste, des députés du... Mais vous choisissez des gens qui ont aussi une fibre sociale, par exemple, plus développée. Exactement. Alors, juste avant de rentrer dans le corps des projets, on a ici des documents que tu nous as imprimés, il y a des chiffres, etc., mais... Ce qui m'intéresse, moi, c'est de savoir aussi comment tu es arrivé, toi. C'est-à-dire, je sais qu'il y a eu un long travail, tu es une élue locale. Comment tu es arrivé à ce poste, à comprendre que c'est ta place aujourd'hui ? Tu as envie de te battre dans ces choses-là ? En fait,
comme tu l'as dit, j'ai été journaliste. Ensuite, j'ai monté en fait un projet d'intégration éducative des enfants. Et en fait, je me suis rendu compte que d'abord personnellement, j'avais envie un peu d'élargir le nombre de personnes que je pouvais aider, si je peux. Et ensuite, ce travail-là de faire le lien entre le social, la politique, essayer d'aider les gens pour de vrai, pas seulement sur le terrain. Les associations font un travail extraordinaire sur le terrain. Je les rencontre tous les jours. C'est impressionnant le nombre de choses qui sont faites sur le terrain pour aider les personnes qui sont en détresse sociale ou économique. Mais si on veut vraiment changer les choses, c'est dans le gouvernement. Il faut que ça, exactement. Celle qui a créé en fait une association qui s'appelle Talinir, elle a travaillé très longtemps. Elle est avocate, donc elle a travaillé très longtemps face dans les couloirs des Batédines, des Baté Mishpat, d'accord. Mais si on veut vraiment changer les choses, il faut que les décisions elles soient prises au niveau politique, c'est-à-dire qu'il y ait des lois qui soient mises en place. Pour que ces choses-là, qu'on n'ait pas besoin d'arriver aux tribunaux pour que ces personnes-là reçoivent ce dont elles ont besoin. D'accord, alors on va commencer à plonger dans les projets. Là, actuellement, je sais que tu travailles sur un projet qui te tient beaucoup à cœur, vous avancez pas mal. Une petite parenthèse cependant avant. Comment on travaille avec le balagan qui est en politique actuellement, quoi? Chaque fois, je suppose que vous préparez en disant « Ah, on va avoir un gouvernement, ah, il va avoir une Knesset », puis non. Et ça se passe pas. Et ce qu'on fait, c'est qu'on travaille beaucoup avec les kidim, comment on dit ça? En fait, les fonctionnaires. Ouais, les fonctionnaires des ministères différents, parce qu'eux aussi, ils ont leur mot à dire sur les technocrates. Les technocrates. Bien dire en France. Exactement. Mais ils ont leur mot à dire au ministère. On va dire que, par exemple, chaque décision qui est prise par la Knesset, elle passe par le ministère des Finances. Si le ministère des Finances ne donne pas son aval, alors le député, il peut avoir toute la bonne volonté du monde, ça ne suffira pas. Donc on va voir les technocrates, comme tu les appelles, du ministère des Finances, on essaie de les convaincre, on essaie de leur montrer que ce changement, c'est vrai que ça va coûter un peu d'argent, mais ça va changer la vie de beaucoup de personnes, on va le voir clairement dans ce dont on va parler dans ce sujet. Mettre des petites sommes, mais qui changent la vie de beaucoup de monde. Plus tu vas les convaincre sur ça. Exactement. Et en fait, quelque part, ils doivent être contents aussi de travailler face à vous, parce que le député, comme on l'a dit, c'est souvent un généraliste, même s'il a des niches, on voit bien que chacun a sa petite niche, son truc où il aimerait bien bosser, sur lequel il est spécialisé. Mais ces gens-là, ils sont convaincus par des arguments professionnels, étayés par un vrai raisonnement. Exactement. Non, ils veulent des études, ils veulent des chiffres, ils veulent des statistiques, ils veulent qu'on leur prouve que le shekel qu'ils vont mettre dans ce projet va donner une plus-value énorme dans la société israélienne, et c'est ce qu'on fait toute la journée. Donc même quand il n'y a pas de Knesset, on travaille énormément pour convaincre pour convaincre ces personnes-là, mais en même temps, on travaille aussi avec les députés, parce que les députés aussi, ils doivent se préparer pour la prochaine Knesset, en fait. Quel va être leur premier combat, le premier combat qu'ils vont faire? Il faut comprendre que la prochaine Knesset, si Dieu veut, si on a un gouvernement après les élections du 2 mars, la première chose sur laquelle ils vont travailler, c'est sur le budget. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, en 2020, là, on est avec un budget on n'a pas de budget, d'accord? On travaille avec le budget de 2019. Et donc, ils vont devoir énorme à plein d'associations, à plein de personnes. Et donc, ils vont travailler sur ça. Sur quel dossier ils vont bosser? On sait déjà qu'ils vont travailler énormément sur le dossier des transports publics. Ça, c'est déjà... Et les routes, etc. On sait déjà qu'ils vont faire une grande réforme dans tout ce qui touche à la santé. Quels vont être les sujets 3, 4, 5? C'est à nous de les convaincre de choisir nos sujets, parce qu'on pense qu'ils sont vraiment super importants. Alors, c'est pas évident comme contexte, parce qu'on sait que le gouvernement va devoir faire des coupes budgétaires aussi, parce qu'il y a eu des excédents, des dépassements les années précédentes. On arrive quand même à jouer un peu, il y a un peu de marge quand même. On arrive à jouer, encore une fois, si on arrive à convaincre qu'avec un peu d'investissement, on arrive à des gros résultats. Je vais te donner, c'est pas le sujet sur lequel on va se pencher plus, mais on a un autre dossier qui parle par exemple des formations professionnelles. Le marché des formations professionnelles en Israël, si on le compare à ce qui se passe en Europe, en France, en Allemagne, c'est du n'importe quoi, d'accord.
Et en parallèle, on a un énorme problème de productivité en Israël. C'est-à-dire que les Israéliens travaillent énormément, beaucoup plus d'heures que le reste de l'OCDE, mais ils ne produisent pas assez. Et on a réussi à faire le lien entre ces choses-là et on se rend compte en fait que c'est un game changer justement. Ça change la vie si l'État met un shekel de plus pour ses formations professionnelles et les fait de façon correcte selon un modèle qu'on a créé avec des professionnels, avec des directeurs des directeurs de sociétés, etc. S'il le fait correctement, cet investissement, il va énormément jouer sur l'avenir d'Israël. Et finalement, il y a une logique, si on investit, on produit. Voilà, si on investit, on produit. Si on investit correctement, parce que des fois... Mais il faut investir des fois dans l'humain, pas seulement dans l'usine, pas seulement dans les consignes de sécurité. Exactement. Et donc là, on arrive donc au deuxième projet qu'on est en train de mettre en place. Effectivement, c'est important d'en parler parce qu'on est dans plein l'ado quand même. On s'occupe ici des enfants, des ados, beaucoup. Et là, vous travaillez sur un projet qui peut changer complètement la façon d'envisager un peu l'école et de la voir. En tout cas, au moins pour tous les enfants qui ont faim. Alors, parle-nous un peu de ça. C'est difficile à dire, c'est triste à dire, mais en Israël, selon des statistiques, selon des études qui ont été faites, on a chaque jour entre 54 et 65 000 enfants dans le secondaire, d'accord, à partir de la Kita Zain, qui arrivent à l'école, ils ont faim, ils n'ont pas obtenu, ils ont pas. Ils ont faim, ils n'ont pas pris de petit déjeuner. Ils n'ont pas pris de petit déjeuner, pas parce que leurs parents n'avaient pas le temps de leur préparer, mais parce qu'il n'y avait rien à la maison à manger. Et donc ils arrivent à l'école, ils ont faim. Ils passent la journée à l'école avec le ventre vide, avec toutes tout ce que ça signifie. Toutes les conséquences. On n'a pas besoin d'être un enfant pour savoir que si on a faim, on produit. On ne se concentre pas. On produit rien, on ne se concentre pas, on est nerveux. Exactement. On a tous les problèmes, on a l'esprit ailleurs, parce qu'on a envie de manger, on a besoin. Alors, il y a une loi qui est passée il y a quelques années, la loi de la nutrition, d'accord, qui a fait que dans les villes et les localités qui se situent dans les zones socio-économiques très basses, dans les écoles primaires, il y a ce qui s'appelle Tochnit Hazana, le programme de nutrition, où dans ces écoles-là, on reçoit un sandwich le matin à 10h et un repas chaud à midi. D'accord ? C'est dans certaines écoles et c'est dans certaines localités. Il y a aussi énormément de problèmes avec ce projet-là parce que c'est un programme qui implique aussi les municipalités. Or, les municipalités qui sont dans les zones socio-économiques basses, par définition, elles n'ont pas d'argent à investir dans ça. Il faut expliquer à nos auditeurs que c'est souvent des programmes shekel ou shekel. Ça veut dire tu mets un franc, le conseil municipal, etc., met un franc et l'État va mettre un franc en face pour pouvoir donner le repas. Quand la municipalité n'a pas les moyens, donc ça reste une loi. Donc il y a beaucoup théorique. Sauf que voilà, à ce moment-là, tu as des donateurs qui rentrent à l'intérieur de ce système-là. Mais bon, c'est déjà ça. Il y a déjà ça qui est fait. Sauf que c'est un peu c'est un peu mettre un bout de scotch des fois sur un tuyau qui fuit, quoi. Exactement. C'est pas encore entériné complètement. C'est pas entériné complètement, et surtout. Ça s'arrête au primaire. C'est-à-dire que, je sais pas, toi, t'es parent d'adolescents, je suis parent d'adolescents. Je peux vous dire qu'ils ont beaucoup plus faim. Il n'y a même pas besoin d'être parent d'adolescents. Un enfant grandit, ses besoins pour sa croissance sont de plus en plus grands, et donc il a besoin encore plus de manger. Et s'il a faim, il est encore plus perturbé, parce qu'un adolescent, il se la ferme plus, et on va parler crûment. Il va plus taire. Et puis il a une option de quitter l'école, tout simplement. Il a une option de quitter l'école, il a une option de mettre la pagaille, il a une option de voler des fois pour manger, exactement. Et hop, tu rentres dans des problèmes, dans des problématiques que tu voulais même pas approcher. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Justement, c'est élargir ce projet de nutrition qui est pour le moment pour le primaire, l'élargir au secondaire. Et c'est ce qu'on essaie, c'est ce qu'on est en train de faire. On a déjà un député orthodoxe qui s'appelle Moshe Maklev, qui a déjà présenté un projet de loi, mais bien entendu, il ne va pas être adopté puisqu'il n'y a pas de Knesset pour le moment. Mais on continue de bosser là-dessus parce que c'est hyper important. On a des études qui ont été faites et qui sont claires et nettes. Des enfants qui ont faim ne se concentrent pas. C'est des enfants qui ne sont pas productifs. C'est des enfants qui vont renoncer à
à l'idée de pouvoir, par exemple, faire des études ou faire une formation professionnelle après, parce que ils ont été, pour eux, le sentiment qui les a accompagnés pendant tout le moment, tout le temps où ils étaient dans un système scolaire, c'est un sentiment qui est mauvais. C'est un sentiment qui les a accompagnés, où ils se sont dit, je suis en train de perdre mon temps dans un endroit qui essaie de me rentrer de l'information. L'information ne passe pas. Et ils vont quitter l'école, ces enfants, à 16 ans, dès que la porte s'ouvre, parce qu'en Israël, le Chok Chinuch Chova, la loi d'école obligatoire, elle est jusqu'à 16 ans. Ces enfants, à 16 ans, ils vont quitter l'école et ils vont essayer de trouver un travail pour aider leurs parents aussi, très souvent, parce que c'est des enfants responsables. Et ça, il faut le changer. Il faut leur permettre d'aller à l'école, d'obtenir tout ce qu'ils peuvent. C'est peut-être pas le baccalauréat forcément, c'est peut-être dans des écoles professionnelles aussi, mais il faut leur permettre à ces enfants de leur offrir le choix. J'ai le choix. Un enfant qui n'a pas le choix, c'est terrible parce que c'est à ce moment-là, c'est dans ces années-là qu'il se forme justement, dans ces années d'adolescence où il doit justement choisir dans quelle direction il va aller. Un enfant qui n'a pas le choix parce que la faim l'oblige à choisir un chemin, mais c'est terrible. C'est pas nouveau, on se souviendra, ça peut vous aider aussi dans le raisonnement. On se souviendra de Janusz Korczak qui, au ghetto de Varsovie, etc., a fait des pieds et des mains pour que jusqu'au dernier moment, on va prendre ses enfants avec lui dans les camps, ils mangent à leur faim comme avant la guerre. Et quand on regarde, on dit, bon, c'était pas quand même le plus important. Et bien pour lui, si. Parce que je veux des enfants productifs, qui réfléchissent, qui pensent. Un enfant qui a faim, à qui on a changé les conditions jusqu'à aujourd'hui. D'ailleurs, tu dois le savoir, quand on veut briser la glace dans une dynamique de groupe, tu as des gens, etc., on organise un repas. Le repas, c'est convivial. Par-delà la faim, c'est un des endroits où les enfants, où les gens se rapprochent le plus. Donc je pense que vous êtes complètement dans le vrai. Ouais. Comment on passe le Marsum, le barrage de... Mais ça coûte trop cher. Ah, c'est trop... Déjà, pour les petites classes, on n'arrive pas bien. Alors, qu'est-ce que vous nous demandez là? D'où on va tirer cet argent? On travaille dur. On organise en fait ce qu'on est en train de faire, et là justement peut-être que je vais faire un appel aussi aux auditeurs et aux téléspectateurs de Plein Lado. L'association, elle utilise les dons, bien entendu, pour travailler, d'accord. On n'est pas financé par l'État. Il faut qu'on a donc ce projet de loi qu'on est en train de mettre en place. On a besoin de faire du bruit au niveau médiatique. On a besoin que ceux qui vont prendre les décisions au ministère de la Santé, au ministère de l'Éducation, au ministère des Finances, comprennent que c'est un game changer, que c'est pas possible, que dans une économie qui va de mieux en mieux, on a les chiffres, l'économie israélienne va de mieux en mieux, d'accord ? Le salaire médian augmente, le salaire moyen augmente, le salaire minimum augmente, d'accord ? Et pourtant, il y a encore ces inégalités-là. Il faut absolument changer. C'est pas possible qu'en Israël, et surtout nous, en tant que peuple juif, c'est pas possible qu'on laisse des enfants avoir faim. Et donc, il faut que c'est une campagne médiatique, on va faire de pression et on a besoin de tout le monde. Donc, dès que la prochaine Knesset sera là, moi, je vais avoir besoin des Olim francophones aussi, parce on vient d'une économie où la cantine, c'est quelque chose de presque trivial, d'accord ? On veut faire ça en Israël aussi, et je vais avoir besoin de... Tu auras besoin de quoi? Comment ça se traduit? On a besoin sur les réseaux sociaux, on a besoin des gens qui écrivent des lettres aux députés, on a besoin de gens qui viennent manifester, on aura besoin de gens à ce moment-là, si vous connaissez des enfants qui ont faim, d'accord, qui font partie des Olim de France et qui arrivent à l'école parce que leurs parents n'ont pas assez d'argent, ils arrivent à l'école, ils ont pas suffisamment. Les Olim français se plaignent d'ailleurs assez souvent, même quand ils ont les moyens, en disant il n'y a pas de cantine à l'école. Exactement. Il n'y a pas de cantine, moi je peux envoyer, je veux pas que mon fils mange un petit sandwich, je veux qu'il ait un repas chaud. Donc voilà. C'est un truc qui touche aussi d'autres populations. C'est sûr que les changements, ils vont prendre du temps. Le travail que je fais, ce travail de Kiddoum Mediniout, de changement de politique, c'est pas quelque chose qui va se passer en quelques mois, ça va prendre des années. Mais il faut que ça se fasse. On va commencer par les écoles, on parle d'abord des écoles Benoît Bessikoun, d'accord ? Ce sont les enfants qui sont déjà
dans une situation précaire par rapport à la situation dans la famille, etc. On va commencer par eux. Ensuite, on va développer ça dans toutes les écoles secondaires. Mais ensuite, on veut que dans les écoles secondaires qui sont dans des municipalités qui sont dans le besoin. Et ensuite, on veut que ça soit dans tout le pays parce que c'est normal, parce que ça fait partie, parce que ça va permettre aux enfants de se concentrer. On parle énormément des problèmes de concentration en Israël. On a un pourcentage de gosses qui reçoivent de la Ritaline qui est énorme. Et je suis persuadée qu'avec des repas qui sont équilibrés et quand les enfants mangeront à leur faim, je suis persuadée que ces enfants-là seront plus concentrés et on va avoir un pic au niveau de leurs résultats scolaires. Alors, c'est très bien, Lali, que nous, les thérapeutes, quand on bosse face à des enfants, etc., c'est le premier truc qu'on vérifie. C'est-à-dire, est-ce qu'il a bien dormi, est-ce qu'il a bien mangé ? C'est la pyramide de Maslow, tout simplement. Oui, non, mais par-delà, c'est vrai, c'est la pyramide des besoins. Mais il y a une telle influence d'un besoin à l'autre qu'effectivement, alors on ne voit pas le rapport a priori. Un enfant qui a pas fait pipi parce qu'on ne le laisse pas, ou qui a besoin de manger, qui a mal dormi, etc., ou qui doit travailler dur pour essayer d'aider sa famille, il est moins performant à l'école, il est plus dissipé, il est plus ailleurs, etc., etc. Donc ça se tient parfaitement. Donc, on a vu comment on vous aide, on a vu pourquoi on n'entend pas plus parler de 121 ? On entend parler, alors d'abord parce qu'on n'a pas encore commencé tout ce qui est le travail médiatique. On attend qu'il y ait une Knesset. Le travail, pour le moment, il se fait sous-jacent avec les députés et les fonctionnaires des différents ministères. Mais on va en entendre parler. Je pense que l'année 2020 va être l'année de 121. On va en entendre parler parce que vraiment, je pense que je suis vachement fière de travailler dans cette association. C'est assez intéressant parce que moi, avec mon look, avec on va dire, je fais partie de la droite, d'accord, clairement, et je travaille avec des gens qui ont voté Meretz et qui ont voté, voire même pour la liste arabe unifiée dans certains cas, d'accord, et pourtant, on arrive à travailler de concert pour ces sujets-là parce qu'on a réussi à trouver. Ce sont des sujets qui nous touchent à tous, d'accord ? J'entends dire qu'il y a 54 000 enfants qui vont à l'école et qui ont faim. Moi, ça me déchire le cœur et je peux pas laisser faire ça. Et avoir trouvé cette espèce de dénominateur commun avec des gens qui, a priori, sont très différents de moi, d'accord ? Des gens qui habitent à Tel Aviv alors que moi, j'habite dans une localité au-delà de la ligne verte. Des gens qui sont... je trouve ça extraordinaire et j'espère vraiment qu'on va réussir. Et je pense que le fait même que moi, j'arrive avec mon look, avec à côté de moi quelqu'un qui est vraiment, qui n'a rien à voir a priori avec moi et qu'on vient les deux ensemble parler avec des députés et on arrive à convaincre un député orthodoxe, d'accord, de faire quelque chose pour ces gosses-là, je trouve ça extraordinaire. Et c'est parce que finalement, au-delà des clivages politiques, on a tous un intérêt commun d'essayer d'être le mieux possible dans ce pays. Exactement. C'est bien de s'en souvenir de temps en temps. Voilà. Surtout avant la campagne qui va démarrer bientôt et on ne va pas entendre ce son de cloche. Alors, Lali, merci. On te réinvitera parce qu'on veut être au courant de ce que fait 121. On espère que vous allez réussir dans tout ce que vous entreprenez parce que c'est super important pour le pays. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, auditeurs de Plein Lado, d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine. Au revoir.